Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Délétère, l'esprit public hexagonal, infecté par les mensonges et les haines, le climat général, lourd à porter, la vie publique, auscultée à outrance par les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'hier, Alain Juppé a expliqué son départ vers le Conseil constitutionnel, l'EHPAD officiel avec le Sénat de notre personnel politique et sa décision de prendre le large de la politique, le large de la vie publique. Adieu émouvant, certes, marquant sa lassitude et sa volonté de ne pas faire partie de ce nouveau monde qui s'annonce. Alors, geste courageux, peut-être, des illusions assumées, sans doute. L'envie me quitte tant le contexte change, dit-il aussi. Alors, quel est ce contexte ? Il l'explique quelques secondes plus tard. Lorsqu'il dénonce, je cite, la montée de la violence sur toutes ses formes, verbales et physiques, le discrédit des hommes et des femmes politiques, réputés tous pourris, la stigmatisation des élites dont tout pays a pourtant besoin. Aujourd'hui, continue Alain Juppé, aucune fonction n'inspire plus le respect à nos concitoyens. Il faut agresser, il faut insulter systématiquement. Si l'on peut partager ce constat plutôt inquiétant, une question néanmoins me taraude. N'a-t-il pas, lui aussi, participé à ce contexte délétère, au discrédit du politique qu'il dénonce aujourd'hui, en étant, par exemple, englué dans l'affaire dite des emplois fictifs de la mairie de Paris ? Allez, rappelons les faits pour le plaisir. Entre 1986 et 1996, 26 personnes employées de la mairie de Paris travaillent en réalité au siège du RPR, dont le secrétaire général est à l'époque Alain Juppé. Il le sera de 1988 à 1994. La police a estimé qu'au total, les salaires versés par le conseil municipal de Paris au RPR concernant ces emplois fictifs avoisinaient les 4,5 millions d'euros. Le procès, lancé à la suite d'une plainte d'un contribuable parisien, condamnera en 2004 Alain Juppé à 18 mois de prison avec sursis et 18 mois d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt. Quant à son mentor, Jacques Chirac, il le sera lui en 2011 après la fin de son mandat présidentiel et sera donc condamné à 2 ans de prison avec sursis, lui pour détournement de fonds et abus de confiance. Pendant la période, Jacques Chirac était tout à la fois président du RPR et maire de Paris. Alors, en couvrant son patron, en se faisant complice à défaut de l'avoir organisé, ce montage financier frauduleux permettant de faire payer par la collectivité le fonctionnement d'un parti politique, Alain Juppé n'a-t-il pas participé à cette défiance envers le politique qu'il dénonçait hier? Allez, un peu quand même, non? Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 30, réalisé par Jérôme. En fin d'émission, Jean-Pierre Lérac viendra nous parler de jazz bizarre et autres curiosités. Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission. Et puis je recevrai Étienne Manchon, jeune pianiste de la scène jazz toulousaine qui s'apprête à faire sortir un premier album en trio, premier album qu'il fêtera vendredi prochain, 22 février, au Taquin. Excellente occasion de faire mieux connaissance. On commence ça tout de suite, juste après un premier morceau tiré de cet album, Elastic Borders. Le trio d'Étienne Manchon, c'est tout de suite 16h32. C'est la nouveauté de la semaine, c'est Caramel Mou, et c'est à mieux.
Qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Et ouais, toujours Radio Campus, toujours 94 MHz, et c'est toujours Joe Kangourou derrière le micro. À ma gauche, Jean-Pierre Lérac, qui nous entretiendra tout à l'heure de jazz bizarre et de musiques associées. Mais tout de suite, on va commencer avec Étienne Manchon. Étienne Manchon, bonsoir. Et bonsoir. On vient d'écouter un premier extrait de cet album Elastic Borders qui sortira vendredi prochain, 22 février. Je le disais en début d'émission, vous fêterez cette sortie le soir même au Taquin à 21h avec votre trio. Elastic Borders, d'abord, pourquoi ce titre ? Pourquoi ? C'est une grande question. Alors, bon, très bien, on passe à la suivante si vous voulez. C'est ça, bon, super. Non, alors ça a commencé, alors d'abord, c'est tout simplement une question stylistique, parce que c'est-à-dire que c'est quand même sur une base de jazz, mais j'aime bien cette idée d'avoir des frontières élastiques aussi dans les styles. Ça reste vraiment jazz, et en même temps, y incorporer aussi tout ce qui nous plaît dedans. Enfin, avec Théo, qui est à la batterie, par exemple, on a beaucoup fait de hip-hop, et aussi de musique baroque et de musique classique. Et avec Clément, on a plus fait sur le versant vraiment jazz, plus standard. Et donc j'aime bien cette idée d'incorporer un petit peu tout dedans, et donc du coup, de rendre un peu les frontières élastiques du jazz. Ce qui est aussi une définition du jazz. Voilà, exactement. C'est un peu le propre. Une musique qui déborde. C'est ça, c'est un peu le propre. Après, c'est aussi une histoire de formation, c'est-à-dire que dans l'album, vu que la plus grande partie de l'album est en trio, mais il y a quand même des invités aussi. Et donc du coup, c'est aussi les frontières élastiques de la formation. Alors parlons-en justement de la formation. D'abord, vous citiez vos compagnons de jeu, on va le faire en entier. Il y a Théo Moutou à la batterie, quelqu'un avec qui vous jouez dans une autre formation, La Recette par exemple. Et puis à la contrebasse, Étienne Daldosso. Clément Daldosso. Clément Daldosso, c'est Étienne Manchon. Clément Daldosso, donc à la contrebasse, aussi un musicien que vous connaissez depuis très longtemps. C'est vrai qu'on sent à l'écoute de ce trio qu'il y a une grande complicité entre vous et que la rencontre n'est pas nouvelle, même si le trio date de 2016-2017. Mais et avant, vous étiez en quartet. Pourquoi être passé de cette forme à 4 à 3 ? Qu'est-ce qu'elle permet plus, la formule de trio, dans votre musique ? Alors, c'était assez différent, parce que la formule en quartet était plus de la musique électrique. Enfin, c'était beaucoup plus bourrin, dans un bon sens du terme. Mais voilà, c'était une musique qui était plus empreinte de métal aussi, que j'écoute toujours, mais un petit peu moins qu'à l'époque. Et c'était une formation très électrique où j'étais uniquement au clavier avec un donc clavier électrique. Ouais, c'est ça, avec un guitariste d'Orient Dutèche, toulousain, qui officie dans Post, les Headbangers, etc. Et c'était un bassiste électrique, alors que maintenant c'est une contrebasse aussi. Donc c'est une musique très différente. On est passé d'une musique très électrique à une musique qui est plus acoustique. Le trio se voulait totalement acoustique à la base, et puis bon, au final, j'ai pas pu m'empêcher de rajouter quelques claviers quand même. Mais ça reste quand même sur une base beaucoup plus jazz finalement. Et une musique acoustique aurait pas pu se jouer en quartet ? Ah si aussi, non, mais voilà, pas forcément avec les mêmes musiciens aussi. En termes stylistiques, c'est ça la question finalement. En termes stylistiques, le trio, il permet quoi de plus que toutes les autres formations que le jazz peut connaître ? On dit souvent que ça fait que la parole circule mieux en trio entre les musiciens, que ça permet plus de liberté à l'improvisation, à l'imagination. C'est une réalité ou c'est une légende ? C'est assez vrai. Après, les autres formes ne l'empêchent pas non plus, mais c'est vrai que à 3, il y a un équilibre assez inédit dans les autres formations, quoi. Quand on est en duo, il y a plus de difficultés aussi, il y a moins de socle, et faut plus être concentré très ensemble. Et à partir du moment où on est en quintette, ça oblige à une musique un peu plus arrangée et un peu plus codifiée finalement. Et c'est vrai que le trio permet de bien concilier ces deux choses-là, donc avoir quand même une base assez solide, et en même temps pouvoir partir ensemble très facilement. Fatalement, plus on est nombreux, moins on est sûr que les autres vont partir dans la même direction que soi, quoi. L'objet de départ de cet album, c'était quoi ? Simplement avoir une photographie de ce que le trio faisait en ce moment, ou il y avait une autre idée, travailler le son du groupe, travailler de nouvelles compositions ? Alors ça dépend un peu des morceaux en fait. Il y a quand même une bonne partie des morceaux qu'on joue depuis maintenant un bon moment, quoi. Depuis peut-être pas la création du trio, mais quoique certains même, mais la plupart, disons que ça fait un an et demi qu'on les joue. Et donc c'était aussi, on a quand même eu l'occasion de faire pas mal de concerts l'année 2018, et donc c'était aussi de faire une photographie après les avoir un peu éprouvés sur scène,
voir un petit peu où on en était quoi. L'idée de faire un album, c'est toujours quelque chose d'important dans la vie d'un musicien. C'est vrai qu'on dit régulièrement que les disques ne se vendent plus, qu'un musicien vit d'abord des concerts qu'il fait et plus trop des disques. Même si un jour un musicien de jazz a pu vendre de la vente des disques, à part Miles Davis, j'en vois pas beaucoup d'autres. C'est quand même important la fabrication et la création d'un disque. Honnêtement, c'est plus quelque chose de symbolique qu'autre chose, parce que honnêtement, si on voulait gagner un maximum d'argent en faisant du jazz, on ferait pas du jazz. Ouais. Donc c'est pas vraiment ça. Et surtout qu'en plus maintenant, c'est encore moins facile de gagner de l'argent en vendant des disques qu'il y a 30 ou 40 ans. Mais c'est plus quelque chose de symbolique aussi. C'est vrai qu'avoir son album, avoir ça permet de baliser. C'est différent. Ouais, ça permet de baliser un parcours. C'est aussi une étape, je pense, dans le groupe, quoi. Donc, on vous a demandé de venir parce qu'il y a cette actualité. Votre premier album, jusqu'à présent, c'était surtout des EP qui étaient sortis sous le nom d'Étienne Manchon, en trio ou en quartet, mais c'était surtout des EP. Là, c'est votre premier album. On en reparlera un peu tout à l'heure avec les invités qui font partie aussi de ce répertoire. Mais on vous a aussi demandé de venir pour faire un peu plus connaissance. Et la tradition inaugurée cette année à Caramelmo, c'est de demander aux invités d'arriver avec une playlist. Alors jusqu'à présent, c'était 3-4 morceaux. Le tromboniste des Fanflures, il y a un mois et demi, lui est arrivé carrément avec 30 morceaux. Et on s'est dit que c'était finalement une idée pas si débile que ça. Donc on a un peu transigé, on est passé de 30 à 10 et vous êtes arrivé avec une dizaine de morceaux qui pourraient représenter un peu les influences qui marquent votre parcours et votre direction artistique. Et dans le premier morceau, le premier disque que vous nous avez demandé de passer, c'est celui-là. On en écoute quelques secondes et vous nous en parlez juste après. Kenny Wheeler avec Abercrombie à la guitare, celui qu'on entendait jouer juste derrière, Peter Erskine à la batterie, enfin tout ce que l'on a appelé un peu le jazz blanc de la côte est américaine dans les années 80. Pourquoi ce choix-là en premier ? Alors en fait c'est un album que j'ai découvert, je sais pas, il y a 2 ans et demi, 3 ans peut-être, et c'est vraiment un des albums, le seul d'ailleurs, que j'ai écouté le premier morceau, donc qui n'est pas celui-là, mais le tout premier morceau qui ouvre l'album. J'ai écouté ce morceau et j'ai eu l'impression de connaître déjà l'album, tellement ça me parlait, tellement c'était même rien que d'en parler là, ça me fait encore des frissons en fait. C'est un album dont je peux vraiment pas me départir, quoi. Ça fait 3 ans et je pense qu'il s'est pas passé plus d'un mois sans que je l'écoute en entier une fois, quoi. C'est quoi ? C'est votre intérêt aussi pour les arrangements qui fait que cet album il est sur le haut de la pile ? Oui, sûrement. C'est vrai que je trouve que c'est arrangé d'une manière absolument incroyable, avec un goût incroyable, un équilibre en fait qui est assez fou. C'est-à-dire qu'il y a quand même la masse, le fait qu'il y ait au moins une bonne quinzaine de musiciens sur le disque, si ce n'est plus. Et en même temps quelque chose de pas du tout lourdingue ou quoi, juste une musique très très belle, qui serait très belle jouée en trio par exemple, mais qui est sublimée en fait par ces arrangements de Kenny Wheeler. En parlant d'arrangement, je voudrais vous faire écouter quelque chose et vous me dites ce que vous en pensez après. Let's travel space odyssey to Mars. From planet Earth to the stars. We are living in search of a better life.
je vais pas vous faire l'injure de vous demander qu'est-ce que c'est, vous le savez très bien, c'est vous qui êtes responsable de ces arrangements. C'était une formation éphémère construite autour du groupe La Recette, dont vous faites également partie, mais là qui réunissait plein de musiciens, section de cordes, section de cuivre, adossé à La Recette. Le projet s'appelait Space Odyssey. Il avait été enregistré, si je me souviens bien, à Elixir Studio, à Elixir, du côté de Saint-Jean de l'Union, là-haut. Et c'est vrai que quand je réécoutais ce matin ce morceau-là, j'y retrouvais effectivement des choses dans ce que l'on vient d'écouter de Kenny Wheeler, cette façon d'équilibrer les différents pupitres, de les faire se répondre les uns les autres, ce son de guitare, des choses comme ça. C'est quoi qui vous fascine dans les arrangements? Parce que ça a l'air d'être quand même quelque chose qui vous intéresse énormément. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'ai toujours un peu cette envie d'écrire pour grosse formation, qui n'est pas forcément quelque chose de facile déjà à réaliser, de réunir les gens, et puis fatalement au niveau du modèle économique d'un groupe, c'est pas évident. Oui, Space Odyssey, on n'a pas dû le voir très souvent sur scène, non? Ça n'a jamais eu lieu sur scène. On est venu vous voir pendant l'enregistrement, mais on vous a jamais vu sur scène. Et non, malheureusement, c'est jamais arrivé. Qu'est-ce qui me fascine? C'est ça, c'est cette possibilité de façonner la matière sonore en fait, qui est un peu infinie. Même si évidemment j'adore le boulot en trio, c'est très différent en fait. Parce qu'en trio finalement tu te retrouves quand même avec un piano, pour ma part un petit clavier à côté, une contrebasse et une batterie et quelques percussions. Et la recherche des timbres se fait plus sur chacun des instruments en eux-mêmes que par l'alliance des instruments. Et c'est vrai que dans ce genre de grosse formation, écrire pour des cordes, écrire pour des cuivres, parce qu'il y avait quand même 2 saxophones, 2 trompettes, 2 trombones, donc c'est quand même assez conséquent, et donc ça permet aussi de beaucoup moduler les intentions musicales à travers ça. Et la composition qu'on écoute là, par contre, c'est une composition d'Oscar, donc le guitariste du groupe et le leader de La Recette. Donc Oscar Hemsch. Oscar Hemsch, c'est ça. Et qui était hier soir au concert d'un pavé dans le jazz, je l'ai vu. Et donc... voilà, c'est vrai que je suis. C'est vraiment quelque chose que j'adore et que j'essaye d'arranger autant que possible dès que j'en ai l'occasion. Notamment, j'ai créé il y a 1 an et demi, 2 ans, un octet qui s'appelle La Pieuvre Irréfutable aussi. Donc voilà, évidemment, qui est un projet où on fait pas 40 concerts parce qu'on est 8. Mais par contre, qui me permet vraiment de kiffer ce truc-là, quoi, d'écrire pour... On parlait de disques tout à l'heure, c'est peut-être aussi la production de disques, l'occasion de faire des choses justement qu'on ne peut pas faire sur scène. Tout à fait, c'est vrai que même dans le disque du trio, on se retrouve à 6 sur un morceau et on n'a pas forcément l'occasion sur scène. Votre formation musicale, vous disiez que vous adoriez écrire des arrangements, ça veut dire que déjà vous êtes capable d'écrire de la musique, ce que tout bon musicien ne peut pas se vanter. Votre formation musicale, c'est quoi? C'est une formation classique, conservatoire? Ouais, j'ai commencé à 4 ans. À 4 ans, le piano, donc piano classique. D'abord avec mon père qui m'a appris quelques bases parce qu'il était aussi pianiste. Et après, ensuite, je suis allé donc au conservatoire jusqu'à mes 16 ans à peu près. Et après, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que le fait de jouer tout seul quand on est pianiste classique, c'est quand même ce qu'on fait le plus clair du temps. Et moi, ça m'intéressait pas forcément trop. Donc cette envie de jouer en groupe que j'ai découvert avec le jazz et le rock justement quand j'étais au lycée, quoi. Et j'ai eu envie de m'orienter vers ça. Et du coup après j'ai fait un DEM de jazz à Montauban avec David Audrechy. Et après j'ai fait un an et demi au conservatoire à Paris aussi. Vous êtes natif de Nancy, l'arrivée à Toulouse, elle se fait comment? C'est pour suivre les études ou... Alors en fait, donc je suis né à Nancy, je suis parti quand j'avais 7 ans, quelque chose comme ça. Après, donc avec mes parents, on est allé habiter à côté de Clermont-Ferrand jusqu'au bac. Et en fait, à Clermont-Ferrand, il n'y a pas de fac de musicologie. Ce qui existe au Mirail, maintenant Jean Jaurès. Voilà, c'est ça. Et donc, le plus proche, c'était Saint-Étienne, mais il y avait uniquement une filière classique. Alors qu'à Toulouse, il y a cette filière jazz qui est un peu
qui est un peu unique en fait en France. Il y a nulle part ailleurs où il y a quelque chose de semblable. Donc du coup, ça m'a donné envie. Et justement, avec Oscar Remsch de La Recette, on était ensemble au lycée en fait. Et donc on a eu envie tous les deux de venir à Toulouse. Et donc ça me motivait aussi de connaître quelqu'un, parce que sinon je connaissais absolument personne en arrivant. Et vous êtes inscrits donc tous les deux à Jean Jaurès en musicologie, où Christine Vaudrasca fait des interventions régulières, où Claire Subiette est un prof attitré là-bas. Enfin, plein de gens de bonne compagnie. Deuxième morceau que vous nous avez demandé de passer, c'est le disque d'un pianiste. On écoute ça, et là aussi vous nous en parlez après. Tigran Amassian, pianiste d'origine arménienne, si j'ai bien lu mes notes. C'est quoi qui vous rapproche de ce musicien qui fait partie de cette catégorie de pianistes? Je pensais également à Aziza Mustafazadeh, qui il y a quelques années aussi avait porté un peu ses couleurs de l'Europe centrale dans le jazz. C'est quoi qui vous rapproche un peu de ces musiques-là et de ce pianiste-là? Alors en fait, c'est un pianiste que j'ai d'abord découvert avec Dafer Youssef, donc le oudiste tunisien. Tunisien, ouais, c'est ça exactement. Donc qui jouait à l'époque avec Chris Jennings et Mark Guliana à la batterie. Et je me souviens d'un morceau particulièrement qui s'appelle Les Ondes Orientales, où j'avais vraiment découvert le jeu de ce pianiste que j'avais adoré. Et donc après, j'ai découvert cet album un peu plus tard, mais ça commence à bien faire 5 ou 6 ans maintenant, je pense. Et ce qui me rapproche déjà aussi ce qui m'a parlé dans sa musique, c'est son utilisation des mélodies traditionnelles. Parce que, donc, comme je le disais un peu avant, mes parents sont musiciens aussi, et ils sont particulièrement portés sur les musiques traditionnelles, justement, donc musique auvergnate beaucoup, musique bretonne, etc. Et donc c'est quelque chose qui a un peu toujours fait partie de mon entourage musical. Et donc évidemment, c'est pas la même musique, mais quand même ces accents traditionnels, ça m'a parlé aussi, et surtout cette manière de les mêler extrêmement bien au jazz. Et c'est aussi par l'intermédiaire de Tigran que j'ai découvert la musique métal, etc., qui lui est très influencé par ça, par des groupes comme Tool ou Meshuggah, etc. Et voilà, c'est ça qui m'a plu beaucoup. À la maison, on écoutait quoi? Principalement musique traditionnelle, donc auvergnate, bretonne, musique irlandaise beaucoup, et musique classique. Le jazz, pas tant que ça en fait. Et le rock, c'est dans la cour du lycée que vous y êtes confronté? Ouais, plutôt, parce que une fois au lycée, je sais pas, quand j'avais 14-15 ans, je suis rentré, je venais de découvrir Another Brick in the Wall de Pink Floyd, et j'ai fait écouter ça à mes parents, et ils ont fait « Ah oui, j'ai déjà entendu ». Voilà. Effectivement, il devait l'avoir déjà entendu à la fin des années 70. Autre morceau, et là aussi, autre pianiste, pianiste plutôt légendaire. Bill Evans s'essayant à jouer la musique de Michel Legrand, on aura reconnu un thème des Demoiselles de Rochefort. Bill Evans, quelqu'un de très important pour vous? Bill Evans, pianiste des années 50, 40, 50, 60. Ouais, et là même cet enregistrement date de milieu des années 70. Il est mort en 80, je crois, ouais. Et je pense que s'il fallait retenir un seul pianiste, ce serait lui, quoi. Pour moi, c'est... C'est quoi qui est émouvant dans son jeu et qui vous touche? Je sais pas, une sorte de simplicité qui est assez incroyable. Enfin,
il dit tout en jouant pas grand-chose. Et en même temps, c'est pas non plus un simplisme de quelqu'un qui n'aurait pas forcément la capacité de jouer plus. On le voit parfois, même sur des tempos rapides, des choses comme ça. Il va envoyer des solos incroyables. Et en même temps, toujours dans une retenue, toujours en disant juste ce qu'il faut, quoi, sans abuser de n'importe quel artifice. Vous le disiez tout à l'heure, à la maison, la musique était plutôt traditionnelle et un peu classique. Le jazz, il est arrivé donc pas par l'intermédiaire de vos parents, il est arrivé comment dans votre vie ? Ils en écoutaient un peu de temps en temps, mais c'était plus sur France Musique, avec ce bon open jazz de 18h, qu'on écoutait souvent dans la voiture en remontant, mais c'était pas une fois à la maison, ils n'avaient pas forcément beaucoup de disques de jazz, etc. Et c'est arrivé plus par des rencontres, des copains que j'ai croisés au lycée. J'ai commencé surtout au lycée. Des copains que j'ai croisés au lycée qui, eux, s'intéressaient aussi au jazz. On a commencé à jouer un petit peu ensemble, etc. Notamment un saxophoniste alto qui s'appelle Gaspard Baradel, qui est toujours à Clermont-Ferrand, lui. Et donc voilà, avec lequel on a fait beaucoup de musique et de jazz, et qui m'a appris aussi beaucoup de choses. Et après, c'est aussi pas mal à la médiathèque, tout simplement. J'ai emprunté beaucoup de CD. Bon, et c'est vrai que vous êtes aussi une génération d'Internet, et de temps en temps, lorsqu'on commence à trouver le début d'une pelote, il suffit de la dévider et on a vite fait le tour d'un certain nombre de styles. Donc on l'aura compris, vous êtes quelqu'un d'empreint de plein de choses, et en particulier de plein de jazz, et votre palette est un peu large. Elle va autant vers une certaine modernité que sur des classiques tels le Bill Evans qu'on écoute en ce moment, mais votre musique et vos prestations sur scène sont aussi énormément empreintes d'un style que, avec Jean-Pierre Lérac, nous avons beaucoup connu adolescents. On appelait ça le progressive rock. Donc cette musique anglaise des années 70, mélange de musique improvisée et de musique électrique. Et dans les disques que vous nous avez amenés, il y a celui-là, qui pour moi, c'est bizarre, fait pas forcément partie de cette tradition progressive rock, mais j'ai vu que depuis, effectivement, les Pink Floyd pouvaient y être assimilés, et on écoute un album de Animals. J'allais dire, là on rentre un peu dans la partie électrique de vos influences, et qui est marquée par cette période un peu progressive rock des années 70. De temps en temps, avec Jean-Pierre Lérac, quand nous discutons à bon ton rompu, on se dit même, il y en a quand même marre d'entendre des réminiscences de cette musique qu'on connaît beaucoup pour l'avoir beaucoup écoutée lorsque nous avions 17, 18, 19 ans. Mais c'est vrai qu'il y a eu cet intérêt, au moins sur la scène toulousaine, à un moment donné. Il y avait plein de groupes, je pense à Gouzou, avec qui vous jouiez aussi également. Il y a eu plein de groupes sur Toulouse qui se sont lancés là-dedans. C'est quoi cet intérêt pour ce style qui, à l'époque, était honni, hein? C'était en même temps que le punk. Je peux vous dire qu'on avait mauvaise mine de dire qu'on était des fous furieux de Robert Wyatt et autres écoles de Canterbury. C'est bien, parce que je n'ai pas besoin de parler, vous dites ce que je dis. Oui. Mais n'oubliez pas que je suis votre traducteur officiel, même si ici vous êtes ma caution morale. Donc, Étienne Manchon, c'est quoi cet intérêt pour cette musique-là ? Ça, pareil, ça date du lycée aussi. C'est vraiment avec un autre copain, j'avais découvert Pink Floyd, donc d'abord plutôt par l'album Wish You Were Here, et après même les albums un peu plus avant, donc les Medal, Atom Earth Mother, et surtout le tout premier album de Pink Floyd, donc avec Syd Barrett à l'époque, The Piper, The Gates of Dawn, avec Soulful, quelque chose comme ça, et Soulful of Secrets. Voilà. Et voilà, donc moi c'est Umaguma aussi. Et voilà, donc moi c'est une influence que j'ai depuis très longtemps. C'est pas forcément quelque chose qu'on entend forcément au premier abord dans la musique que je joue. Enfin, je cherche pas forcément ça, mais c'est sûr que c'est vraiment totalement ancré. Il y a eu un autre groupe aussi qui a eu une grosse influence, c'est Supertramp. On va en écouter tout de suite un extrait.
Autre groupe anglais, Supertramp, là aussi, qui faisait, au-delà du rock, effectivement, il y a d'autres instruments. Ils ont amené le saxo de manière assez récurrente dans leur musique. C'était un membre permanent du groupe, donc ça aussi, c'était quand même quelque chose d'assez nouveau dans ce milieu de la pop. Mais et en quoi celui-là, vous dites qu'il a été important pour vous ? Alors c'est qu'aussi à l'époque j'ai pris pendant 8 ans des cours de saxophone, donc justement j'ai découvert le saxophone dans le rock par Supertramp et un peu Pink Floyd aussi, parce qu'il y a quand même Ouais. voilà, il y a quand même pas mal de pistes avec du sax dedans. Et en fait voilà, c'est vraiment par le saxophone que ça m'est venu, Supertramp. Mais c'était surtout donc ce copain dont les parents pour le coup écoutaient beaucoup de rock à leur époque, et donc ils lui ont aussi transmis ça, et voilà, par cette amitié j'ai découvert ça, quoi. Mais c'est pareil avec Pink Floyd aussi avant, c'est que aussi pour moi, jeune pianiste classique qui n'avait jamais vu un clavier avec des boutons avant, je découvrais totalement un autre monde qui pourtant était très proche du mien, et en même temps tous ces synthés, tous ces orgues, ces Fender Rhodes, des trucs comme ça que maintenant j'adore et j'utilise assez fréquemment. À l'époque, c'était, je savais même pas que ça existait. Ouais. C'est vraiment un choc quand un pianiste de formation classique découvre un clavier électrique avec toute la panoplie et toutes les possibilités de modifier le son que ça entraîne. En gros, il y a soit le rejet total, dire c'est pas un piano, ça n'a pas un son de piano, et c'est pas intéressant, soit à l'inverse, soit c'est une espèce de fascination. Enfin, moi, ce qui a été mon cas, vraiment, j'ai découvert ça, j'étais là, putain, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire. C'est le côté possibilité infinie. Il y a un côté bidouillage qui est incroyable. Évidemment, le piano, c'est un travail totalement différent de son, etc. Mais quand tu te retrouves devant un synthé, que tu as 35 boutons différents que tu peux tourner et qui vont tous changer quelque chose au son que tu es en train de faire, c'est... Enfin, moi, je trouve ça génial. Donc ça, c'est peut-être la deuxième source d'inspiration de votre musique, cette tradition un peu électrique, sophistiquée sans doute, mais qui reste quand même électrique. Et la troisième étant symbolisée dans la liste que vous nous avez envoyée par cet artiste et ce son, et on en dira aussi 2-3 mots juste après. Étienne Manchon, cet artiste, ce son de piano, ce répertoire, dont là c'est Ravel. Voilà, Ravel, quand on parle de musique donc, déjà musique 2 mots classique, sur l'artiste. Martha Argerich, donc, qui est une pianiste absolument fantastique. Je trouve que c'est une des plus incroyables représentantes du piano classique, en fait. Une sensibilité qui fait que ça donne vraiment toute sa place à l'interprétation, et ce qu'il peut y avoir d'un petit peu sclérosant dans la musique dite savante, c'est-à-dire le texte, le fait que, à un moment donné, il faut quand même respecter le texte écrit, etc. Avec elle, elle le dépasse vraiment totalement, Martha Argerich. Il y a c'est ça, il y a vraiment une possibilité de dépassement total, quoi. Et vous me disiez lors d'une précédente rencontre que cette musique dont vous appelez ça de la musique savante, la musique classique du début du 20e, les Debussy, les Ravel, les Stravinsky, toute cette école qui a pris son envol au début des années 1900 et qui s'étale jusque dans les années 30, c'était quelque chose qui était aussi quelque chose de plutôt important dans votre parcours, des musiques sur lesquelles vous allez piocher assez souvent. Oui, c'est vrai. Ça, pour le coup, ça vient vraiment totalement de mes parents, qui sont donc justement particulièrement mon père qui était pianiste, qui est toujours d'ailleurs, qui lui jouait beaucoup de Debussy à la maison, de Ravel justement, ce fameux concerto en sol que j'ai entendu des quinzaines de fois, quoi, à la maison. Et oui, c'est notamment pour ce côté, cet arrangement orchestral justement, que je trouve assez incroyable, cette orchestration. Ça revient à ce qu'on disait en début d'émission, quoi. Moi, ça m'a toujours fasciné aussi, cette faculté d'écriture pour grand ensemble, et Ravel était absolument un maître là-dedans. C'est notamment lui qui a orchestré les tableaux d'une exposition de Moussorgsky, et je me souviens la première fois que j'ai entendu cette orchestration. Après ça, on m'a mis la partition pour piano, donc la partition originale, sous les yeux, et j'ai cru que c'était une réduction que quelqu'un avait faite a posteriori, tellement l'orchestration de Ravel me paraissait à propos. Ah ouais.
On parlait de musique classique, c'est vrai que c'est des choses que vous avez pratiquées aussi, puisque à côté de votre pratique instrumentale dans le jazz, le jazz rock, si on parle de Gouzou ou Lassa, si on parle de la recette, vous avez aussi joué dans des ensembles de musique classique baroque, mais aussi de musique plus savante. C'est quoi ? C'est une façon d'arrondir ses fins de mois, ou vous êtes vraiment engagé aussi dans ce parcours-là ? C'est vraiment quelque chose de très différent, c'est-à-dire que j'adore toujours la musique classique. Le truc qui m'a un petit peu démotivé à l'époque, quand j'avais 16 ans, c'était ce fait de jouer tout seul, et qui est quand même un petit peu une sorte de problème dans les conservatoires. Quand tu es pianiste, tu passes un petit peu trop de temps tout seul, et pas assez à jouer avec d'autres gens. Et en tête-à-tête avec le professeur. C'est ça, exactement. Et donc je continue cette activité classique parce que c'est de la musique que j'aime beaucoup. Et je la continue uniquement en groupe, en fait. Donc j'accompagne assez régulièrement des chanteurs lyriques, donc dans des répertoires assez divers, mais beaucoup de mélodies françaises. Donc pareil, c'est début du 20e. Sinon aussi pas mal d'opéra ou d'airs romantiques, d'Offenbach, de choses comme ça. Donc ça, c'est une partie de mon travail classique. Et après, sinon, je fais beaucoup de musique baroque, en effet, donc au clavecin et à l'orgue. Donc à l'orgue, j'ai accompagné notamment l'ensemble Dulci Jubilo, donc qui est un ensemble toulousain d'amis de la fac, en fait, qui ont d'ailleurs sorti leur premier album il y a 6 mois à peu près, avec des compositions de leur chef qui sont absolument superbes. Et après, je joue aussi avec l'ensemble Lyra, donc là je suis au clavecin, donc c'est un sextet, on est 6, donc avec une chanteuse, 2 violonistes, une flûtiste, une violoncelliste, et donc moi au clavecin. Et donc là, on a plusieurs programmes, mais en ce moment, on travaille sur de la musique française, musique française, donc du XVIIe siècle. C'est une autre façon d'envisager la musique, de jouer dans ce style de formation ? Oui et non, c'est-à-dire que en fait, évidemment, c'est très différent dans le son. On n'est pas obligé de mettre des bouchons d'oreilles quand on joue. Ce genre de choses, c'est aussi appréciable, c'est très différent. Par contre, il y a aussi beaucoup de choses très communes, et notamment le fait d'avoir fait du jazz m'a aidé à pouvoir faire assez facilement ce qu'on appelle la basse chiffrée. Donc tout n'est pas écrit non plus en musique baroque, c'est beaucoup, souvent on écrit juste la main gauche, et après c'est un peu à nous de réaliser ce qui se passe par-dessus. Donc le jazz m'a beaucoup aidé à ça, et inversement, ça m'a aussi aidé de faire cette musique-là au niveau des inspirations, des compositions, et puis même dans la jury, quoi. Dans la liste que vous nous avez envoyée, on ne va pas toute l'écouter, il y avait aussi du Mingus. Je suppose que là, c'était aussi sa période grande orchestre. C'était d'ailleurs un morceau d'un album en grand ensemble que vous nous avez amené. Donc les arrangements, là on revient un peu sur ce qu'on disait avec Kenny Wheeler. Il y avait aussi Chet Baker, sans doute pour la fragilité de l'interprétation. Et c'est vrai qu'elle peut aussi correspondre un peu à ce que vous faites. Donc on l'aura compris, vous êtes quand même quelqu'un d'assez multigenre. Vous allez piocher un peu partout, et je voudrais faire écouter aux éditeurs quelque chose qui va être votre prochain projet, pas sous votre nom, mais en tout cas vous y jouez des claviers, et c'est déjà pas mal.
Et c'est vrai que quand j'ai écouté ce morceau, donc Mescladis, le nouveau projet de Jean-Marc Padovani, vous y êtes avec Claire Subiette, justement, on en parlait tout à l'heure. Bon, et puis il y a plein d'autres musiciens, on ne va pas tous les citer là, on en reparlera que lorsque Jean-Marc Padovani fera publier le premier album de ce projet Mescladis. C'est vrai que c'est finalement la réunion de tout ce dont vous venez de nous parler. Il y a la musique classique, il y a la musique traditionnelle, il y a le jazz. C'est vrai que c'est presque le projet ultime pour vous, ce Mescladis. C'est un peu oui, c'est ça, c'est un peu une synthèse de tout. C'est marrant parce qu'en plus on retrouve à la vie à la roue Gilles Chamnac, qui est en fait quelqu'un dont mes parents m'ont énormément parlé quand j'avais 10 ans, quoi. Et de me retrouver dans ce projet-là, c'est génial, quoi. C'est quoi l'objet de ce projet? C'est une traduction, une exploration par le prisme du jazz et des musiques traditionnelles? En fait, c'est surtout une rencontre donc, entre Jean-Marc Padovani et Christopher Gibert, qui est justement le chef de l'ensemble Dulci Jubilo, donc, avec lequel j'ai joué avant. Et c'est de la musique qu'ils ont écrite tous les deux à partir de mélodies occitanes. Et donc ça sort quand? Alors l'album, pas tout de suite. Pas tout de suite, on sait pas encore exactement quand, mais on va avoir quelques concerts. Alors on joue déjà le 16 mars à l'Estive à Foix. Et après, on va avoir des concerts aussi en région toulousaine, donc cet été, cet automne, mais je peux pas encore trop dire quand. Voilà, et en attendant, l'actualité d'Étienne Manchon, c'est vendredi prochain, 22 février, ça se passe du côté du Taquin. Ça sera le même jour la sortie du premier album du trio d'Étienne Manchon, et puis le concert qui fêtera cette sortie au Taquin à partir de 21h. Étienne Manchon, merci d'être venu nous parler de tout ça aujourd'hui, et on se quitte avec un deuxième extrait de cet album Duo. Et vous le disiez tout à l'heure, la plupart des morceaux sont en trio, mais pour celui-là, vous êtes justement en duo. Tout à fait, je suis en compagnie de Pierre de Wettmann, donc au Fender Rhodes, qui a été mon professeur au Conservatoire de Paris et qui est un musicien incroyable que j'adore musicalement et humainement. Donc ça a été un grand plaisir de travailler avec lui. Eh bien, Étienne Manchon, merci en tout cas d'être venu nous en parler. Ça a été aussi un grand plaisir. Donc, je le redis, vendredi prochain, 22 février, Étienne Manchon Trio au Taquin, et il y fêtera la sortie de son premier album, Elastic Border. On en écoute tout de suite un deuxième extrait duo.
et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Voilà, donc Étienne Manchon, on vient d'écouter Duo, l'album ça s'appellera Elastic Border, il sort la semaine prochaine, et donc si vous voulez écouter ce trio, ça se passera au taquin à partir de 21h. Jean-Pierre Lérac, bonsoir. Et bonsoir. Voilà, donc le défi de la journée, faire votre chronique en 5 minutes tapante, Voilà, c'est ça, morceau compris, c'est formidable. C'est un challenge en effet, donc Ouais. je vais essayer, parce que j'aimerais bien qu'on écoute un petit peu, on va pas parler de musiciens, mais c'est bien de les écouter aussi. C'est vrai que c'est pas mal, ouais. Mais voilà, donc on va parler de Fidèle Fourneron, le tromboniste Fidèle Fourneron, qui est un tromboniste qui est natif des Landes. Et voilà, donc comme quoi dans les Landes, ils ne forment pas que des rubimins. Voilà, et on ne joue pas que du biniou. Voilà, donc ce jeune garçon qui a été révélé dans l'orchestre des Radiations 10 à l'époque où ce grand ensemble a un petit peu bouleversé le paysage jazz français. Ouais, et pas mal de timpans aussi. Non, c'est une autre approche un peu plus sauvage, quoi. Et c'est vrai que ça a fait du bien aussi au paysage de jazz français. C'était tous ces gens du Coax, tous ces gens qui sont arrivés à ce moment-là. Ils faisaient partie, comme Julien Desprez, tous ces gens-là. Et donc, bon, après, c'est vrai que sa carrière, ça a été quand même une carrière assez fulgurante. Et bon, c'est vrai que c'est devenu très vite le tromboniste en France, parce que c'est vrai que dès qu'il y a une formation, on l'appelle qui comme tromboniste? Je veux dire, ils se partagent un petit peu le gâteau avec Daniel Zimmermann, qui sont vraiment les deux trombonistes en France. Et bon, d'ailleurs, il était dans l'ONG, il est dans pas mal de grands orchestres. Enfin, c'est pas au tromboniste que j'ai envie de faire référence aujourd'hui, mais c'est plutôt au créateur de projets, parce que là, il a lui-même monté des projets en tant que compositeur, mais aussi d'arrangeur. Et tout d'abord, son premier groupe, un trio qui s'appelle Un Poco Loco, avec Geoffrey Gesser, où ils se sont attaqués ils ont fait des relectures de standards de jazz, et avec un trombone, sax et contrebasse. Donc ça, c'était un défi, et c'était un très très beau travail d'arrangement, vraiment très très beau, qui a été reconnu par tout le monde. Ils se sont attaqués ensuite au répertoire de Gershwin. Voilà, donc ça, c'est vraiment des gens qui bossent merveilleusement. Ils ont vraiment, parce que s'attaquer au standard, tout le monde l'a fait, mais ils ont apporté vraiment quelque chose de magnifique là-dedans. Et ensuite, il s'est attaqué à la musique cubaine, bon, avec son complice Thibaut Soulas, notre Gersois, avec le groupe Kevola, avec des percussionnistes cubains. Donc c'est vraiment un très beau projet, je crois, qui est passé d'ailleurs à Toulouse d'été il y a 2 ans. Donc voilà, donc ça a été c'est un musicien qu'on suit depuis le début, et puis là maintenant son dernier projet à la suite de Kevola, ça s'appelle Animal. Et moi je suis ravi, parce qu'en fait c'est vrai que c'est un très bon arrangeur, tout ça, c'est bien de faire du standard, mais là il a fait sa musique à lui, et on est revenu sur du jazz d'aujourd'hui, et c'est une totale réussite. Bon, c'est vrai qu'il était très bien entouré, puisqu'on retrouve également... Il y a votre batteur préféré? Notre batteur préféré dedans. Rappelez son nom quand même. On rappelait son nom. Ouais, tant qu'à faire. Vous croyez? Ouais. Non, on va le laisser deviner aux auditeurs. Non, on va faire un jeu. Donc, très bien. Bon, enfin, il s'appelle Sylvain. Voilà, Darifourc. Allez, Sylvain Darifourc. Voilà, donc c'est à ce projet que je voulais faire référence. Et d'ailleurs, c'est pas anodin si finalement on parle de Fidèle, puisque finalement, justement, par hasard, ce groupe va se produire le 2 mars au Théâtre du Pavé. Eh ouais. Voilà. Ça, donc, ça tombe bien. Voilà, ça tombe bien. Et donc la particularité justement ils ont fait un portrait d'animal sur il y a 8 animaux. Oui. Je crois. Donc voilà. Donc j'ai choisi le singe. J'aurais pu choisir la baleine, la souris. Le reste de l'Arche de Noé, on viendra la découvrir au Théâtre du Pavé. C'est donc exactement ça se passera le 2 mars prochain sur un coplateau avec le Tigre des Platanes. Voilà. Et donc comme ça on anticipe un petit peu, comme ça la prochaine fois nous pourrons parler du Tigre des Platanes. Et donc reste quand même dans le truc animalier, quoi. Le trio de Fourneron, Animal, et bien on en écoute un petit extrait maintenant, et donc je vous le rappelle, le 2 mars au Théâtre du Pavé, dans la programmation d'un pavé dans le jazz.
Voilà, donc Fidèle Fournéron que l'on pourra voir, le contrebassiste de Voilà, cette c'est formation. ça, ce que je voulais dire quand même, c'est un peu injuste, on n'aurait pas Ah bah parlé oui. de Joachim Florent. Ah ben oui, c'est c'est ce partie qui aussi de cette génération brillante, ouais. Et donc Sylvain Darifourc à la batterie, trio que l'on pourra voir. On reconnaît son style, Ouais. même dans c'est ça qu'il a, le style particulier de Sylvain. De Sylvain. Ça me faisait penser aussi à ce qu'il fait avec Lovinci, par exemple. On le reconnaît assez facilement. ouais, ça. vraiment. Bon voilà, donc ça c'est le 2 mars au Théâtre du Pavé, dans le cadre de la programmation Un pavé dans le jazz. Et puisqu'on parle de concerts, on va finir l'émission avec les concerts du soir. Fiesta colombienne, t'es ce soir au Taquin avec Los Guayabo Brothers, plus Super Penela. Ça commence à 21h. Suite et fin ce week-end du festival Extrême Cinéma. Jean-Pierre Lérac m'a piqué la programmation, je la récupère tout de suite. Donc ce soir, il y a des choses assez étonnantes. L'agression de Gérard Pires, Fatal Games, Angoisse, l'annonce Over the Rainbow, J'ai envisagé la nausée, Tis Cake, donc tout ça c'est ce soir dans les différentes salles de la Cinémathèque de Gérard Toulouse. Pires, vous avez dit. Oui, Gérard Pires, oui, tout à fait, Gérard Pires. Sur la banlieue, il avait fait un film sur la banlieue. Exactement. Incroyable. C'est celui-là même, sur la banlieue, et il devait y avoir Jacques Higelin dedans. Elle court la banlieue, ça s'appelait ce film. Et demain soir, ça sera la fin de la fin d'Extrême Cinéma, le cinéma du film extrême pour le coup, avec une dernière soirée qui sera notamment éclairée par ce que ils appellent la soirée Berlingo à Extrême Cinéma. Allez voir ça. Mais on pourra voir aussi Christine de Jorkan Parter ou les Griffes de l'Annie de Wes Craven, et ça c'est des grands moments de cinéma. Donc ce soir et demain soir, suite et fin du festival Extrême Cinéma, la Cinémathèque de Toulouse. Samba à l'impro ce soir avec Roda Boa. Musique brésilienne toujours avec le duo Moças do Sul à Tastaco, rue des Blanchers à partir de 21h. Un DJ set ce soir à la Sainte Dynamo à partir de 22h avec John Lennon, mais Lennon comme le féminin de curé, donc John Lennon et Jamo. Un groupe de cumbia ce soir à la Candela, Cumbia al Pobre. Un jeune groupe de rock toulousain, du rock plutôt hybride avec une superbe saxophoniste, avec un jeu vraiment puissant. Ça s'appelle le groupe Drink 1000 et ça se passe au Cactus à partir de 19h. J'ai rendez-vous avec vous. Ça c'est la pompe manouche qui rencontre les chansons de Georges Brassens, et ça se passe ce soir à Maison Blanche à partir de 21h. Fantaisie Macabre, le nouveau spectacle de Guillaume Baraban avec Philippe Ivron au piano à Saint-Jean, espace Palumbo à partir de 21h. Waban Solo à Oseville à 20h30. Et puis du théâtre à la cave Poésie avec les liaisons pornographiques. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Salut les filles. Et j'oubliais, Christine, dites au fleuriste d'envoyer un joli bouquet de fleurs à ma femme.